Sophie Davant avoue enfin la vérité sur son mariage. Elle a admis avoir épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cela a rendu tout le monde très heureux. Sophie Davant, l'une des personnalités de la télévision française les plus en vue, a finalement surpris le public en révélant qu'elle avait secrètement épousé son partenaire après 2 ans de relations discrètes. Ce n'était pas seulement une nouvelle choquante dans les médias français, mais aussi un moment touchant, accueilli avec joie et chaleur par de nombreux fans. La femme connue pour son sourire doux, son comportement gracieux et son professionnalisme à la télévision depuis des décennies, a pour la première fois révélé une vérité privée qu'elle a gardée secrète pendant longtemps. « Je ne veux plus vivre dans le secret », a-t-elle partagé dans une récente interview. Après tout ce que j'ai traversé dans la vie, c'est la première fois que je sens que je peux être complètement moi-même, avec un homme qui me comprend et me respecte vraiment. Sophie Davant n'a jamais été du genre à trop partager sa vie amoureuse. Après son premier mariage avec le journaliste Pierre Sled, avec qui elle a eu 2 enfants, elle a passé ses années de célibat dans une profonde réflexion. Malgré son apparence radieuse à la télévision, Sophie est une femme profondément blessée qui garde ses distances avec un nouvel amour. Mais alors, comme par un miracle du destin, un homme spécial est entré dans sa vie au moment précis où elle ne croyait plus pouvoir aimer à nouveau. Ils se sont rencontrés lors d'une réunion intime lors d'un événement culturel. Pas de bruit, pas de lumière de scène, juste 2 personnes expérimentées, partageant le même battement d'un cœur blessé. Leur relation a commencé discrètement, sans un seul titre dans le journal. Tous 2 ont convenu de garder leur histoire d'amour secrète des médias afin de protéger leur vie privée et de cultiver un amour sincère qui n'est pas affecté par l'opinion publique. Le mariage a eu lieu dans un cadre privé dans la campagne de l'ouest de la France, où Sophie recherchait des moments de paix, loin des projecteurs du showbiz. Pas de robe de mariée somptueuse, pas de fête de mariage somptueuse, elle a choisi une simple robe de couleur crème, avec un sourire doux et des yeux remplis de bonheur. La cérémonie a été suivie par la famille proche, les enfants des 2 côtés et quelques amis de longue date. Dans un moment d'émotion, sa fille lui a dit « Je ne t'ai pas vue aussi heureuse depuis que tu étais petite. » Finalement, je me suis autorisée à aimer et à être aimée à nouveau. Ces mots ont fait pleurer Sophie, non pas à cause de la tristesse, mais parce qu'elle avait enfin osé être fidèle à ses sentiments. Dès que la nouvelle du mariage a été rendue publique, une série de félicitations de la part des collègues, des amis et des fans a afflué. Une vague d'émotions positives s'est répandue sur les réseaux sociaux. Sur sa page Instagram personnelle, Sophie a publié une photo tenant la main de son partenaire au coucher du soleil avec la légende « Le vrai bonheur arrive parfois tard, mais il arrive au bon moment ». Certains collègues de longue date comme Michel Drucker et Stéphane Bern n'ont pas pu cacher leur joie. « Je savais depuis longtemps que Sophie méritait le véritable amour. Maintenant, elle l'a trouvé et c'est merveilleux », a déclaré Drucker lors d'une interview télévisée. Pour Sophie, la vie après le mariage n'est pas la fin de sa carrière, mais un nouveau chapitre plus paisible et plus stable. Bien qu'elle continue d'animer et de participer à des œuvres caritatives, en particulier celles qui soutiennent les femmes et les enfants, elle ne vit plus sous la pression de maintenir une image parfaite. « Je suis assez âgée pour savoir que le bonheur ne réside pas dans le fait de plaire aux autres », a-t-elle déclaré. Il s'agit d'être fidèle à soi-même. Le partenaire de Sophie, un homme extérieur à l'industrie de la télévision, est réputé pour être très discret et avoir toujours respecté sa carrière. Cela rend leur relation encore plus forte. Ils n'ont pas besoin de trop se montrer en public, car ce qui est le plus important est tenu fermement avec confiance et amour sincère. L'histoire d'amour de Sophie Davant est un message inspirant pour des millions de femmes, celles qui ont souffert, qui ont été déçues, qui ont pensé qu'il était trop tard pour recommencer. Sophie, à presque 61 ans, a prouvé que l'amour n'a pas d'âge, pas de limite et pas besoin de se précipiter. Le plus important est d'ouvrir votre cœur lorsque vous êtes prêt et suffisamment courageux pour aimer à nouveau. Le parcours émotionnel de Sophie Davant n'est pas seulement une histoire romantique, mais aussi le reflet d'une femme moderne, indépendante et résolue dans ses choix. À un âge où beaucoup de gens pensent que l'amour n'est qu'un souvenir, elle commence une nouvelle relation avec un cœur paisible et une expérience profonde. Après la douleur, la déception et le silence au milieu des doutes publics, Sophie ne s'est pas précipitée ni exprimée en signe de protestation, elle a laissé le temps et la maturité répondre. Garder leur relation secrète pendant 2 ans était sa façon de se protéger, mais aussi de protéger son partenaire,
quelqu'un qui n'était pas habitué à être scruté par les caméras et les gros titres. À une époque où les relations sont souvent annoncées à travers des photos soigneusement retouchées sur les réseaux sociaux, Sophie opte pour la simplicité. Aucune proposition publique, aucune photo d'alliance, aucune date de mariage exacte annoncée. Mais c'est ce silence qui a rendu le moment de l'admission d'autant plus réel. L'histoire d'amour et le mariage secret de Sophie Davant ne sont pas un conte de fées. C'est un témoignage de maturité, de courage et de croyance dans un bonheur tardif. Dans un monde plein de bruit, son histoire d'amour nous rappelle que parfois, ce qui a le plus de valeur réside dans le silence. En se mariant à plus de 60 ans, Sophie montre que l'amour n'est pas seulement pour les jeunes cœurs, mais aussi pour les âmes matures et expérimentées qui... And that's it, right? So what we did on back is these asynchronous are available offline as well, which means that when you have internet connectivity, you download the course, and then you can watch it and take when it's relevant for you. The second thing that we did was depend again on your internet connectivity. If you don't want to download high resolution, you can download course at a low resolution. You can even download an audio only course if that's what. So some of those have eased, the need during this period of connectivity issues. The other thing that we did is we got into a partnership with Zoom and we launched a feature called Live to Coursera. Now, what this feature does is in the first, if a faculty member is teaching and the student has issues in accessing that lecture or the connectivity breaks, the faculty member is actually able to press a button and their live class goes and gets recorded and sits on the Coursera platform. And the faculty member is then able to send that link to a student to view that class later. Whenever they have proper connectivity, they can even download that particular class. And then on the devices side, many students don't have access to laptops or tablets, but usually might have access to a smartphone or a mobile device. And what we've done on our side is, upwards of 5,000 courses, 90% of those courses can fully be accessed on a mobile device. And we've seen these in many countries, in India as an example, that 60% of the learning across millions of people on our platform actually happens on a mobile device. So yes, there are challenges around internet connectivity, but these are just some examples of how technology can also reduce some of these challenges. In the interest of time, I won't get into the LMS integration answer. Maybe we can take that offline separately. But at least on the connectivity side, maybe this might be helpful for Professor Kalyani and anybody else in the audience as well. Brilliant. Thank you, Raghav. Thank you for answering that so swiftly too. I'm afraid that takes us to time. We have actually run out of time for our opening panel, but I'd like to thank everyone for joining us. I think there's about 50 people in the audience today, so it's great to have so many engaged senior leaders come along and share their knowledge and their questions with us. I'd also like to thank our panel, which is Raghav, Joyce, Fogwood and Carmen. Just a note to say that after a short break, the forum will continue with 2 breakout sessions, which will focus on new strategies to increase employability. And one of those sessions will focus on India and the other one will focus on the wider APAC region. So please feel free to join those based on where you are situated. And finally, there will be a closing panel after that, which focuses on the future of international collaboration in Asia Pacific's higher